Allez, on continue avec le contrôle, la correction du contrôle sur poil de carotte pour les 3e B. Donc la question 14, c'était, j'ai tout simplement fait un copier-coller du début de la présentation de la biographie Wikipédia de Jules Renard. Pierre Jules Renard, né le 22 février 1864 à Chalon-du-Maine en Mayenne, par hasard. Son père, François Renard, 1824-1897, est entrepreneur de travaux publics. Il a épousé le 8 octobre 1854 Anna Rosa Collin, élevée par son oncle Émile Petit, l'associé de François Renard. Le jeune Renard est le dernier de la fratrie, après une fille aînée Amélie, née en 1859, et son frère Maurice, né en 1862. La mère de Jules Renard a 28 ans lors de la naissance de son dernier enfant. Elle ne supporte plus son mari et elle aura la même attitude envers son dernier fils. Donc là, en lisant cette courte biographie très résumée de la vie de Jules Renard, on se rend compte en fait à quel point il y a des points communs, des similitudes entre l'histoire de Jules Renard et l'histoire de Poil de Carotte, puisque dans le livre, Poil de Carotte n'a jamais d'autre nom que Poil de Carotte, que ce surnom. C'est un livre à la 3e personne singulier, donc il ne dit pas je, comme la plupart du temps dans une autobiographie. Il parle de Poil de Carotte comme si c'était un personnage fictif, mais on se rend compte en fait que non, ce qu'il raconte, il y a trop de points communs avec sa propre vie pour que ce soit quelque chose d'inventé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il a sorti ce livre, pour éviter de faire trop de peine à ses parents, il a dit que c'était une histoire inventée, et il a attendu en fait la mort de ses parents pour révéler que oui, c'était évidemment entièrement vrai. Donc dans ces éléments, donc on voit donc que c'est le dernier né de 3 enfants, qu'il a un grand frère et une grande sœur, donc comme dans le livre, et on voit que du coup il a changé les noms pour préserver l'anonymat de son frère et de sa sœur. On voit que sa mère donc déteste son père, enfin la mère de Jules Renard déteste son mari. On le voit, je crois que c'est dans La Mie de pain, où on voit que c'est vraiment, ça se passe très très mal entre eux, qui ne se supportent plus, et du coup en fait son dernier né n'est pas du tout désiré, et quand elle a cet enfant, elle le déteste, et tout autant que son mari. Il y a eu plusieurs malentendus disant qu'il était élevé par son oncle. Alors non, que ce soit Poil de Carotte ou Jules Renard, aucun des deux n'est élevé par son oncle. C'est la mère de Poil de Carotte et de Jules Renard qui a été élevée par son oncle, et il se trouve que son oncle était associé à quelqu'un, et donc quand il a fallu marier cette nièce à quelqu'un, il l'a mariée à son associé, histoire de renforcer, j'imagine, les liens dans l'entreprise. Autre point commun qu'on pouvait trouver, c'est le fait qu'ils vivent à la campagne. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans Poil de Carotte, et je pense qu'on a fait le tour. Alors ce texte de la question 15, moi je le trouve très très émouvant, puisque c'est un extrait du journal intime de Jules Renard, le 6 avril 1910. Je veux me lever cette nuit, lourdeur, une jambe me pend dehors, puis un filet coule le long de ma jambe. Il faut qu'il arrive au talon pour que je me décide. Ça séchera dans les draps, comme quand j'étais Poil de Carotte. Et le journal s'arrête à cette date. En fait, Jules Renard est décédé le 22 mai 1910, et du coup c'est la dernière chose qu'il écrit dans son journal intime. Et je trouve ça particulièrement fort et triste en fait de voir que la dernière chose qu'il note dans son journal, c'est justement une référence à, je pense, une des choses qui est les plus traumatisantes dans ce livre. C'est l'épisode du pot, et donc là j'attendais que vous racontiez un peu ce qui se passe dans le chapitre. C'est que en fait, donc effectivement, bien qu'il soit assez âgé, qu'il ait 6-7 ans, je ne me rappelle plus exactement, il continue à faire pipi au lit. Et donc, là, c'est ce qu'on a eu dans la question précédente, sa mère, pour le punir, lui fait boire son urine le matin pour essayer de l'éduquer. Mais ce qui est en fait très pervers, c'est que, on l'a vu quand vous avez lu les poules, il a peur du noir, il a peur. Donc à cette époque-là, en fait, il n'y a pas de toilettes dans les maisons, les toilettes sont à l'extérieur. Donc les poils de carotte doivent aller faire pipi le soir dans le noir, et quand il fait froid, que c'est l'hiver, il a peur de sortir la nuit, et du coup il y va pas, et donc forcément il va avoir envie de faire pipi pendant la nuit. Et donc dans ces cas-là, c'est pour ça que les gens, pour éviter d'avoir à ressortir en pleine nuit dehors pour aller faire pipi, ils ont ce qu'on appelle un pot de chambre. Alors c'est sûr que maintenant on n'a plus du tout ça,
Mais parlez-en avec vos grands-parents, vous verrez que c'est quelque chose qu'ils ont. Peut-être que dans la maison de vos grands-parents, vous verrez, il y a des pots de chambre, on a parfois des surprises bizarres, hein, souvent, donc c'est sous le lit. C'est une sorte de, de pot, voilà, en terre cuite souvent, voilà, dans lequel en fait on peut faire pipi, et puis le lendemain matin, on va le jeter dehors, ni vu ni connu, quoi. Et donc en fait, la mère de Poil de Carotte lui retire son pot de sous son lit, et du coup, l'enferme à clé. Donc c'est-à-dire que Poil de Carotte, forcément, qui va avoir envie de faire pipi la nuit, qu'il n'aura pas de pot, et donc il ne peut pas sortir parce que c'est fermé à clé, et donc il est obligé. Et donc il a cette sorte de stratégie complètement inutile et vaine, qui est de penser que ça va sécher dans les draps. Et donc évidemment ça ne sèche pas, il se fait capter le lendemain matin. Et ce qui est horrible, c'est qu'en fait la mère rouvre la porte, voit qu'il a fait pipi au lit, remet le pot sous son lit, appelle tout le monde, pousse des grands cris, tout le monde vient voir, et donc elle se lamente en disant que son fils, c'est vraiment horrible de faire pipi au lit alors qu'il a le pot juste sous son lit. Alors qu'en fait non, elle ment, et elle lui a retiré le pot. Puis bon, c'est encore pire quand dans Sauf votre respect, il raconte qu'il a envie de faire caca, et que du coup il a toujours pas son pot, il peut toujours pas sortir, et donc du coup la seule solution qu'il trouve, c'est de faire caca dans la cheminée, et que donc le lendemain, en fait, elle trempe son caca dans une soupe et lui fait manger. Ouais, c'est vraiment atroce. Et on voit à quel point, en fait, ça peut le traumatiser, puisque, même, voilà, enfin, je sais pas quel âge il a, 1910. Il est né en 64, donc ça fait 30, à 46 ans. Il fait encore pipi au lit déjà, donc ça montre à quel point ce genre de choses, ça a un impact sur la vie de quelqu'un, et que ça le traumatise à vie. Et que en fait il est toujours hanté parce qu'il était enfant, par ce poil de carotte qui revient, et que même adulte, et que voilà, en fait la dernière chose qu'il écrit dans son journal, c'est une référence à ça, quoi. Et c'est vraiment déprimant, vraiment. Et donc voilà, moi effectivement cette phrase, hein, est très connue, de Poil de Carotte, tout le monde ne peut pas être orphelin, comme si pour lui c'était une chance, hein. Et c'est ça qui est ironique, en fait, c'est que pour la plupart des enfants qui ont des parents qui sont aimants, c'est un peu la pire chose qu'il y a de grandir en perdant un de ses parents. Et en fait, pour Poil de Carotte, ce serait son rêve d'être orphelin, au moins de sa mère, puisque c'est elle qui le persécute et lui pourrit la vie. Et donc là, je vous demandais de retranscrire ce qui était pour vous la pire méchanceté de Madame Lepic envers son fils, et surtout de justifier votre réponse, c'est-à-dire de dire pourquoi, selon vous, c'est vraiment ça le pire, parce qu'il ne suffit pas juste de dire ah, elle est méchante avec lui, elle l'empêche d'aller se promener avec son père. C'est non, de dire pourquoi vous trouvez que ça, c'est le pire. Bon, clairement, honnêtement, pour moi, le pire, c'est quand même le coup du pot, parce que non seulement elle le pousse à se faire pipi dessus, et on voit quel impact ça a, et qu'après il n'arrive toujours pas à se retenir de faire pipi la nuit, alors qu'il est adulte, qu'elle ment, qu'elle l'humilie, elle l'humilie en plus publiquement devant son frère et sa sœur qui se moquent de lui, avec son frère qui dit oh là là, mais on dirait qu'il y prend goût en plus, etc. Donc on voit vraiment, je trouve, toute la perversité de la mère, qui est une violence psychologique poussée à l'extrême, et qui en devient une violence physique, puisque ça a un impact sur son corps, à savoir qu'il n'arrive pas à se retenir de faire pipi la nuit. Je trouve aussi très marquant la pièce d'argent, puisque dans ce chapitre, on voit à quel point en fait la mère est perverse, et fait toujours en sorte de punir son fils, et l'amener en fait à être mauvais, à être aussi mauvais qu'elle. Et c'est vraiment, je trouve, quelque chose d'horrible à faire à ses enfants. Et je trouve que c'est vraiment important, ce livre, parce que souvent quand on parle de violence intrafamiliale, donc de violence à l'intérieur de la famille, on pense à des coups, des marques, des violences physiques. Et évidemment que ces violences physiques, elles existent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que ces violences physiques. Il y a aussi toutes ces violences psychologiques que l'on fait aux gens. Et en fait, souvent, ces violences psychologiques, elles sont annonciatrices d'une violence physique. Donc elles ne sont pas à prendre à la légère. Parce que quand bien même elles sont
il n'y a que de la violence psychologique, c'est déjà énorme et on voit à quel point ça peut traumatiser quelqu'un et à quel point ça peut détruire sa vie, détruire sa confiance en lui et l'amener à être quelqu'un de cruel et de violent. Et donc ce n'est vraiment pas à prendre à la légère et donc c'est pour ça que si vous-même, ben, vous avez un membre de votre famille qui est comme ça particulièrement humiliant, qui vous pousse toujours à être quelqu'un que vous n'aimez pas, qui vous rabaisse en permanence, qui est méchant avec vous, que ce soit ben, un proche, un parent, un ami, peut-être un petit ami ou une petite copine, ben, sachez que ça, ce n'est pas normal. Voilà. Les gens qui vous aiment, les gens qui vous entourent doivent être des personnes qui vous font vous sentir bien, vous font avoir confiance en vous et quand ils vous disent des choses qui peuvent vous sembler blessantes ou méchantes à première vue, si c'est en fait pas pour derrière vous amener à être une meilleure personne, parce que c'est sûr que parfois on fait des erreurs et on a besoin que nos amis soient là pour nous dire, ou nos parents, pour nous dire que là on a eu tort, qu'on a mal agi, qu'on a fait du mal à quelqu'un et nous amener à nous remettre en question. Donc s'il n'y a pas en fait quelque chose de positif derrière la remarque qu'on vous fait et qu'en fait c'est purement négatif, purement une façon de vous rabaisser, si vous êtes témoin de ça, parce que parfois on n'en est pas victime, mais en fait on le voit chez les autres et on ne sait pas trop comment réagir parce qu'on se dit ah c'est pas si grave que ça. Non, parlez-en avec la personne victime. Si vous-même vous en êtes victime, parlez-en à quelqu'un. Vous n'êtes pas seul, c'est quelque chose d'hélas très très répandu dans les familles, dans les couples. Et sachez en tout cas que ce n'est pas normal et que vous n'avez pas à subir la méchanceté de quelqu'un. Cette personne elle-même a sans doute de bonnes raisons d'être méchante. Peut-être elle-même elle a subi ce genre de violence auparavant. Elle a peut-être une faille, un gros problème. Mais en tout cas, si on comprend cette personne, ce n'est pas pour autant que vous devez rester sa victime. Et donc voilà, je vous incite à être vigilant à ce genre de choses. Et voilà, sur ces bonnes paroles. Je vous souhaite un bon courage et un bon confinement et j'espère qu'on se reverra en juin.